Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'épisode 14 déjà du Popcorn de l'Infini. J'ai toujours avec moi David. Comment ça va, David? Ça va super bien. T'es content de parler de Fantastic Four 2 aujourd'hui? Ah, c'est-tu Fantastic Four 2 ou c'est... Fantastic, Call-Suit Party. Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Probablement qu'on n'a pas mis 2 parce qu'il y avait déjà 4 dans le titre, là, fait que ça aurait été mélangeant. Mais c'est exactement pour ça. Qui clôt aussi ce chapitre-là des Fantastic Four, malgré un reboot en 2015 qui va pas pogner, et la version de 2025 qui, à ce jour, n'est pas sortie au moment où on enregistre le podcast. Mais je vais être content quand ça va sortir parce que ça va être le 4e film des 4 Fantastiques. Ouais, c'est ça. Four, en tout cas, j'essaie de penser à un titre de, comme Fast and Furious avec Four Fantastic non, mais Four. Tu remplaces le A en 4, mais ils ont déjà fait ça. Ouais, c'est ça. Ça devient compliqué. Mais oui, donc c'est ça le film. L'épisode joue en ce moment. Ça fait peu plus qu'un mois, je crois, que Fantastic Four, le nouveau, est sorti. Oui. Donc, mais c'est ça. On ne l'a pas vu parce qu'il n'est pas encore sorti au moment de l'enregistrer. On reprend essentiellement où on a laissé dans le premier opus de 2005. C'est la même personne à la réalisation, Tim Story, c'est les mêmes acteurs et actrices qui reviennent. On en ajoute quand même parce que on dirait qu'on n'a pas... ils ne pouvaient pas vraiment tirer des leçons de Spider-Man 3 parce que les deux sont sortis à quelques mois d'intervalle, mais le fait d'amener plusieurs vilains dans une histoire, ça fait pas que c'est meilleur ou plus C'était l'année de mettre plusieurs vilains dans une histoire. Ouais, je sais pas pour Ghost Rider qui est aussi sorti cette année-là. À leur défense, c'est comic accurate. À leur défense, c'est comic accurate. Ouais, en tout cas, c'est ça. Il y a des affaires qui sont comic accurate qui devraient pas l'être des fois. Non, mais dans les comics, c'est fait pour être chaotique. Là. Ouais, c'est ça. Quelque part. C'est ça, comme je le mentionne, ça suit pas mal les événements du premier, mais là, ça commence avec Silver Surfer, qui est quand même un personnage assez important là, dans Marvel. Il a sa propre aussi storyline. Je sais que j'ai des comics chez moi de Silver Surfer. Non, c'est un personnage à lui seul. Ouais, il est aussi même relativement entré dans la pop culture. Là. Je me souviens, il y a un guitariste, là, je pense que c'est Joe Satriani ou Tom Morello, je sais plus trop, là, mais il y a un guitariste quand même connu qui a sur sa guitare un Silver Surfer, puis à cause de ça, la guitare a été renommée Silver Surfer. Okay. Bref, c'est ça, c'est quand même un objet culturel. Le film s'amorce en fait avec ce personnage-là qui, on comprend, vient en tout cas, quitte une planète qui vient de se faire détruire pour arriver sur Terre. Et là, on comprend qu'il prépare le terrain à ce que la Terre soit elle-même détruite. On apprend un peu plus tard par qui elle sera absorbée ou mangée, peu importe. Ce sera détruite. Ce sera par Galactus, donc on y reviendra un peu plus tard. Mm-hmm. En parallèle, les Fantastic Four sont maintenant connus au grand jour. Sue et Reed Richards sont sur le point de se marier, alors que les deux autres font à peu près rien. Ils font juste chiller, comme d'habitude. Et puis... juste à temps justement que ces perturbations-là dues à l'arrivée de Silver Surfer qui creuse des trous mystérieusement un peu partout sur la Terre, là, dans le nord. Il en fait un peu plus tard à Londres. Je pense qu'il fait des trous pour que Galactus puisse absorber comme il faut les nutriments de la Terre. Je sais pas trop. Probablement quelque chose comme ça. Donc, ça cause des perturbations électroniques, en tout cas. Puis là, ils finissent par investiguer un petit peu là-dessus. En parallèle, ils finissent finalement par croiser leur chemin et puis il y a un combat entre Johnny Storm, pardon. Fire. Ouais, c'est ça. Johnny Storm et Silver Surfer, puis qui va altérer un peu soit les pouvoirs de Johnny ou en tout cas sa capacité d'absorption, tant qu'à être dans le sujet. Mm-hmm. Il va être capable en touchant les autres 4 Fantastiques, d'absorber ou de posséder, d'échanger au départ, je crois. D'échanger leur pouvoir, oui, mais après ça, ça n'avait pas expliqué. Donc, c'est ça. On suit tout ça, puis
pas en parallèle, mais à un certain moment, il y a le fameux Dr. Doom qui revient, qui était le vilain du premier film. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ça, l'acteur qui jouait Dr. Doom est décédé, ça fait quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement. Là, donc, Julian McMahon, mort jeune du cancer à 56 ans, malheureusement. Mais donc, lui aussi revient et se met dans la tête l'idée de voler la planche du Silver Surfer parce qu'on déduit que les pouvoirs lui viennent de cette planche-là. Donc, lui, évidemment, veut posséder les pouvoirs et puis, les Quatre Fantastiques veulent empêcher le Silver Surfer. Le pouvoir de Silver Surfer aussi, c'est le pouvoir cosmique que ça s'appelle, puis il n'y a rien qui est légal là, sur la Terre, là, canoniquement. Là. Donc, c'est vraiment un très gros pouvoir. Là. C'est pas... on est loin du vibranium ou des choses comme ça. Dans l'univers Marvel, c'est un pouvoir de Dieu, carrément. Il y a pas... il y a un acteur là, qui interprète évidemment le Silver Surfer. On comprend qu'il est surtout en CGI aussi. Mais la voix est prêtée par Lawrence Fishburne, qu'on connaît comme étant Morpheus dans les Matrix, là, mais une voix très, très grave, très, très austère aussi, que j'ai quand même bien aimé. Mais c'est ça. Sinon, il y a pas peu d'additions et même des disparitions. Là. Tu mentionnais le personnage de hors d'onde. Alicia Masters, qui est elle est là, mais elle est là pas dans l'espace qu'elle aurait dû prendre, mettons. Non, c'est ça, exactement. Puis Galactus, on le voit à peu près jamais, donc c'est pas un personnage en soi. Non. Puis c'est ça. Sinon, il y a très peu d'additions. Il y a le capitaine, entre guillemets, là, de l'armée, là, qui est joué par Andre Braugher, qui est en charge un peu d'essayer de comprendre ce qui se passe, de faire du sens. C'est un acteur que je ne peux plus jamais prendre au sérieux. C'est ça. Moi aussi, c'était un de mes points, là, parce qu'évidemment, son rôle le plus connu, c'est celui du Captain Holt dans Brooklyn Nine-Nine, donc qui est un peu similaire à son rôle-là, mais sans l'aspect comique. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'il était... Il a la même attitude, mais sauf que c'est pas une joke cette fois-ci. Mais c'est ça qui est... Moi aussi, c'est vraiment très dur de s'en détacher, malheureusement. Bon, à la sortie du film, il jouait pas encore dans Brooklyn Nine-Nine. Et puis l'acteur aussi, il est mort, malheureusement. Donc, ça va pas bien pour toute sa gang-là. Voilà. Très peu de choses à dire, si ce n'est qu'on avait quand même, je crois, bon espoir en ce film-là. Il a donné 130 millions de budget, ce qui est quand même faramineux. Puis, honnêtement, ça paraît à l'écran. Il y a plusieurs défauts dans ce film-là, mais les effets spéciaux n'en sont pas un. Ce qui était le cas également pour le premier film, les effets spéciaux étaient très, très bien réalisés. Tu vois, on disait à l'épisode dernier que ça aurait été peut-être moins possible de faire, mettons, un costume noir de Spider-Man qui est plus noir et plus mat aussi. Puis là, je regarde Silver Surfer, aussi moi avec certaines réflexions, là, un peu plus visqueux, mettons. Ouais. Puis je regarde Silver Surfer, puis je suis comme, peut-être que c'était possible finalement. Ouais. Mais il y aurait peut-être eu moins de scènes de nuit. Mais en tout cas, c'est tout ce que je dis pour dire que le CGI de ce film-là, je le trouvais nettement supérieur à certains autres films comparables. Non, effectivement. Puis, je l'avais dit encore une fois pour le premier, puis je le redis pour celui-là, ça feel vraiment comme un film du MCU. Tu sais, tant au niveau du dosage entre l'action et l'humour, tant au niveau des choix artistiques qui sont faits, là, tu sais, c'est-à-dire des choix très légers, là, on s'entend. Mais, c'est ça, au niveau visuel, ça ressemble à un film du MCU. Alors que, mettons, Daredevil, il y a des choix artistiques qui ont été faits puis qu'on s'en détache complètement. Les costumes sont aussi beaucoup plus comic accurate, si je peux me permettre. Là. C'est pas mal c'est pas mal mieux que le premier, mettons, où est-ce que le logo dans le coin, j'ai jamais adopté. J'ai jamais été sûr de ça. Non, c'est ça. Mais c'est pas un film qui est exempt de défauts, on va en parler évidemment, mais c'est... En tout cas, le film va quand même, je sais pas si je l'ai mentionné, mais il va quand même amasser 300 millions au box-office, ce qui est pratiquement 3 fois son budget. Habituellement, c'est ce barème-là pour savoir si un film est rentable ou pas. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est que c'est un film très court, 92 minutes. Là. C'est dans les plus courts films de super-héros là, qu'on a vu jusqu'à présent, évidemment, là, mais même du MCU, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a le premier Thor. Là, ça me surprend que tu me dises ça parce que dans ma tête, il était vraiment long. Ouais. Mais ça, c'est un défaut du film. Il est mal rythmé, puis ultimement, juste un peu plate. Là. C'est dommage, mais c'est juste... Puis, en tout cas, c'est un film un peu plus international aussi. On se promène un peu partout sur Terre. Là-bas, on passe un petit peu au Japon,
nom, mais bon, ils sont à Londres, ils sont dans le nord, en tout cas, je sais pas trop, dans la neige, New York. Bref, c'est ça, c'est un film à plus grand déploiement, mettons, un film un peu plus ambitieux. Mais malgré tout, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec cette ambition-là. C'est juste ça. Absolument pas. Il y a vraiment au niveau du scénario là, que le bas blesse. Donc voilà. Au retour de la pause, tu nous présentes le film, en fait, les comics duquel le film s'est inspiré. Et puis, on vous mentionne encore nos insatisfactions peut-être envers le film tout de suite après la pause. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. On s'intéresse aujourd'hui à Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, film de 2007. David, tu voulais... Oui, j'ai quelque chose à te mentionner avant qu'on embarque dans les comics liés à ce film-là, parce qu'il y a un des personnages que j'aurais pu mentionner au dernier épisode de Fantastic Four, mais que je veux te mentionner là. Il y a un des 4 Fantastiques qui a été le premier super-héros Marvel. Donc, le premier super-héros jamais créé par Marvel. Okay. Et exactement l'année, là, je veux dire, 1939. C'est le premier issu de comics Marvel jamais fait. Puis ça, c'est un des 4 Fantastiques. Peux-tu deviner lequel? 1939. Qui qu'on pourrait bien vouloir... Ça doit être quelque chose de champ gauche, là, comme The Thing. Probablement The Thing, là, vu que c'est assez générique. Non. C'est la Torche humaine. Ah ouais? Ouais, donc c'est la Torche humaine qui a été créée par Carl Burgos. Puis c'était pas Johnny Storm dans ce temps-là. Ouais. C'était Jim Hammond, qui était un androïde créé par un professeur. Un robot de feu. Ouais, qui était un robot. Puis c'était un humain synthétique avec des organes humains puis une peau synthétique. Puis après son exposition de l'oxygène, il se transforme en flamme. Puis ça a été terrifiant pour le public. Dans le fond, ses pouvoirs... En 1939, ça, c'était terrifiant. Ouais, c'était la pyrokinésie. C'était la pire affaire qui était terrifiante en 1939. C'est ça, exact. c'était plus terrifiant que tout. La pyrokinésie, donc c'est que s'engolfer de flammes. Le vol aussi, par le vol, là, comme... Puis une durabilité surhumaine. Donc, ça ressemble pas mal à notre... Johnny Storm. À notre Johnny Storm. Puis dans ces comics-là aussi, c'était... en 1939, on peut se douter. C'était un super-héros de la Deuxième Guerre mondiale, puis il s'est battu aux côtés de Captain America et de Namor. Donc, voilà. Mais c'est pas le même personnage que notre Torche humaine moderne. C'était juste pour mentionner que la Torche humaine, c'est le premier super-héros de Marvel, créé par Marvel, dans l'histoire. Puis, et voilà. C'était tout. C'était tout. C'est un fun fact. C'était un fun fact intéressant qu'il fallait que je mentionne parce que là, ça va prendre un petit bout avant qu'on reparle des 4 Fantastiques. Là. Ouais. Surtout que lui, de 2015, il n'est pas canon. Non, bon, parlant de la Torche humaine, en fait, je vais commencer par les comics. Qu'est-ce qui a inspiré ce film-là? Ouais. Oui, ça a été inspiré par des comics, puis deux séries en particulier. Ça a été 2 trilogies, en fait, dans les 4 Fantastiques, tout en 1966, entre 1966 et 1967. En fait, c'est le numéro 48 à 50. Ça, c'est la trilogie où est-ce que il y a le Silver Surfer qui arrive, il cause des disruptions, puis finalement, il dit que Galactus arrive. Okay. Une des différences notables de cette trilogie-là avec le film, c'est la connexion que Silver Surfer avec Susan Storm se passait pas comme ça dans les comics. En fait, Silver Surfer rencontre Alicia Masters, qui est la conjointe de Ben Grimm dans les comics puis dans le film. De la chose. Puis il tombe par hasard chez elle, puis c'est elle qui lui fait changer d'avis sur l'humanité. Alors, ça aurait été une occasion de déployer le personnage d'Alicia Masters qui n'a pas été exploité dans ce film-là du tout. Mais bon, c'est pas mal ça la trilogie. Ouais. Je vais parler plus tard des différences de personnages, mais il y a quelque chose de vraiment fâchant avec Galactus que je vais vous expliquer tantôt. Fait que ça, c'est la première trilogie. Puis il y a une deuxième trilogie aussi qui est inspirée dans ce film-là, un peu moins. C'est la trilogie des numéros 57 à 60. Donc c'est pas si loin que ça. Là. Non, c'est ça. Mais c'est où est-ce que Silver Surfer revient et Doom vole ses pouvoirs. Donc, on a aussi adapté cette trilogie-là. Puis après ça, on a adapté certains éléments des comics de Silver Surfer, bien sûr. Mais principalement, ça reste des comics de Fantastic Four qu'on a adaptés avec Silver Surfer dedans. Donc, c'est ça. Sinon, grosse différence aussi
entre les comics puis le film, c'est que Johnny n'a jamais aspiré les pouvoirs des 3 autres 4 fantastiques. En fait, il a souvent eu des problèmes avec ses pouvoirs parce que c'est une bonne ligne directe, un arc narratif que les écrivains aiment prendre. Là, des comme problèmes avec ses pouvoirs, comme Spider-Man. Tous les super-héros ont des problèmes avec leurs pouvoirs éventuellement, là, ou presque. Fait que mais il n'y a jamais eu le truc de je touche quelqu'un d'autre puis on échange nos pouvoirs. Là, ou j'aspire les pouvoirs des autres. Alors que dans le film, c'est présenté vraiment avec la rencontre ou le combat là, entre Silver Surfer et Johnny, où là, il touche puis il donne une partie de ses pouvoirs, ou en tout cas, modifie son code génétique. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais ça fait un certain sens, si je peux me permettre, parce que c'est un pouvoir cosmique, puis les pouvoirs de Johnny Storm viennent... C'est des rayons cosmiques, donc il y a un certain sens qui peut se faire, mais... Mon hypothèse, c'est vraiment qu'ils ont trouvé que Chris Evans, c'était le plus intéressant ou le meilleur acteur des 4, puis ils ont fait, on va lui donner plus de screen time. Mais c'est parce que c'est lui qui fait tout, puis aussi, tu sais, là, après ça, donc là, ça résume pas mal quels comics sont inspirés. Je vais faire le tour des personnages aussi. Je vais commencer justement par Human Torch, qui est joué par Chris Evans. C'est le personnage le plus comique accurate de la gang, malgré son pouvoir là, qui change, qui n'a pas rapport. Là. Mais son flame on, puis son... c'est assez... Tout... Il a la même personnalité, pas mal. Surtout dans ce film-là aussi, pas mal plus. Puis c'est quand même le personnage le plus comic accurate de la gang. Après ça, tout de suite après, il y a Monsieur Fantastique qui est dans ses pouvoirs, il est 100% accurate. Son intellect aussi, c'est accurate. Par contre, son côté, comment dire, gênant, dans le film, il a été amplifié. Il inspire un peu plus, il dégage un peu plus de confiance dans les comics. Exact, oui, parce que c'est l'homme le plus intelligent de la planète là, quand même. Là. Mais il est pas mal plus autoritaire dans les comics, il a confiance en lui, puis dans le film, c'est juste un gars awkward. Là. Puis dans les comics aussi, c'est un leader. Ce qu'on n'a pas vu dans le film, qu'on a plus vu de la Torche Humaine, pour une raison que je sais pas. Mais c'est ça, le film va vraiment écraser son leadership, contrairement au comic. La chose, Ben Grimm, excuse-moi, lui, il est plus accurate que Monsieur Fantastique, je dirais. Fait que oui, il est en deuxième position. Parce qu'il est assez basic comme personnage. Ouais, mais il est assez... non, c'est parce que... OK. La seule grosse différence, c'est que dans les comics, il est plus gros. Là. Mais là, on comprend que c'est un costume. Là. Bref. On a repris l'approche en fait du premier film qui voulait moins de CGI au niveau du costume. Donc c'est vraiment mais pour Ben Grimm, mais pas pour Silver Surfer. Non, c'est ça. C'est ça. Ça aurait été tough, je pense, de faire de quoi d'aussi performant, mettons, qu'une CGI. Je comprends. Mais tu sais, apparemment qu'on a amené des modifications aussi à son costume parce que l'acteur s'était plaint dans le premier film de des longues journées de tournage puis que c'était chaud puis tout. Là. Fait qu'apparemment que... Non, c'est ça. Puis j'aime beaucoup plus cette approche-là que le CGI qui aurait pu avoir, en tout cas, qui peut mal vieillir, mettons. Là. Fait que... T'as ça à faire, catchphrase, it's clobbering time, Will dit, mais pas assez souvent. Tu voudrais plus que... Moi, c'est quelque chose que si la chose est là, faut que... Mais oui, c'est une des adaptations, des meilleures adaptations dans ce film-là. La chose, quand même, c'est assez solide. Susan Storm... Comme dans le premier aussi, tu disais qu'il était pas très accurate. Non, pas vraiment. Ses pouvoirs le sont. Ses pouvoirs le sont. À part ça, c'est dans les comics, elle est pas mal plus sûre d'elle-même. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les films que les femmes sont toujours moins sûres d'elles-mêmes dans les films que dans les comics. Mais, je vais y revenir tantôt là, dans le film, là, mais son personnage, là, ils l'ont comme dumbed down. Oui, c'est ça. C'est que supposé être, dans les comics, elle est assez indépendante. Puis c'est devenu comme la powerhouse de l'équipe là, dans les comics. Dans le film, on voit pas ça pantoute. Non. Puis c'est un emotional filler dans le film. Là. C'est vraiment... c'est triste à quel point on réduit ce personnage-là. Puis ce personnage-là, selon moi, n'est pas comic accurate, ne serait-ce que pour les pouvoirs. Là. Il manque vraiment de quoi. C'est vraiment fâchant, honnêtement. Là. Je mentionnais dans l'épisode sur Spider-Man que j'aimais pas vraiment le traitement qu'on fait à Mary Jane, mais là, c'est... je vais la dire là, puis je le répéterai tantôt, là, mais même au niveau des dialogues, là, je me souviens plus, je pense qu'il y avait rien d'échanger.
Je pense qu'elle venait peut-être d'échanger ses pouvoirs avec Johnny Storm, là, mais en tout cas, elle va voir Monsieur Fantastique, puis elle est comme I'm so hot for you right now. Puis là, t'es comme de quoi? Ouais, ça n'a pas rapport. Là, c'est gênant, honnêtement. Non, c'est dommage parce qu'on sait aussi que Jessica Alba, à l'époque aussi, représentait un peu là, le sexe symbole par définition. Là, fait que. C'est ça, une approche, tu sais, même dans le premier film, on dirait qu'il y avait, sans qu'elle soit une grande scientifique, elle avait quand même un input un peu plus intéressant. Là, elle est comme là pour se marier et être fâchée de ne pas s'être mariée, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça résume pas mal bien. Et changer un peu la perspective de Silver Surfer sur l'humanité. Oui, ce qui aurait été le rôle d'Alicia Masters dans une bonne adaptation. Bon, là, on rentre dans le pire adaptation, dans les pires adaptations, parce qu'il y en a 2 qui sont vraiment complètement hors de la track. Doctor Doom, comme dans le premier. Mais... À la fin du premier, il se fait renvoyer dans ce pays dans la fictif, Latvérie. Mais ça c'est comique accurate. Ouais, mais duquel il est comme empereur, ou je sais pas trop. Ouais, c'est le monarche, le roi. Là, c'est la seule... la seule monarchie totale dans l'univers Marvel, c'est la Latvérie. Puis, mais dans le film, ça reste un businessman jaloux, même s'il a été renvoyé en Latvérie. Puis il n'y a pas de nobilité. Parce que dans les comics, il y a une certaine nobilité à Doctor Doom. Il est capable d'avoir une conversation avec ses pires ennemis devant lui. Puis être quand même relativement fair. Il haït beaucoup les 4 Fantastiques. Mais mettons, il serait capable d'avoir une conversation avec Spider-Man, par exemple, sans se battre nécessairement avec. Ben, je vois, moi, je suis en train de lire des comics qui n'ont pas tant rapport, là, mais je suis en train de lire les Luke Cage. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est Luke Cage, Hero for Hire, là, donc qui vend ses services. Puis, à un moment donné, Dr. Doom l'engage pour détruire des adversaires à New York. Là. Puis là, finalement, il ne paye pas. Puis là, dans un autre numéro, là, Luke Cage prend la voiture des 4 Fantastiques, qui fait son apparition d'ailleurs dans le film, pour aller en Latvérie puis se faire payer. Oui, mais tu sais, c'est ça. Quand je dis qu'il est fair, je disais pas qu'il était fair de cette façon-là. Non, c'est quelqu'un qui, tu sais, ça reste un vilain, puis ça reste je trouve... mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une conversation civique avec les gens, alors que dans le film, c'est juste pas ça. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est juste... Mais c'est dans les comics, c'est quelqu'un qui peut... ça reste un vilain, mais ça reste un vilain parlable. Ouais. Avec une certaine... qui accorde beaucoup d'importance à la hiérarchie puis au pouvoir. Puis, c'est d'ailleurs comme ça qu'il va attraper les pouvoirs de Silver Surfer dans les comics. C'est qu'il va l'inviter dans son château, il va lui faire le tour, puis éventuellement, il va voler ses pouvoirs. Mais il y a toujours... C'est comme Stanley disait, son seul désir, c'est de contrôler le monde. Puis c'est pas en soi quelque chose... Qu'est-ce que Stanley dirait? C'est pas en soi une chose illégale de vouloir prendre le contrôle du monde. Non, c'est ça. Mais... c'est juste qu'on veut pas que ce soit lui qui prenne le contrôle du monde. C'est ça, d'avoir du pouvoir puis de vouloir avoir du contrôle sur le monde. En fait, c'est pas contrôler le monde, avoir du contrôle sur le monde plus. En soi, c'est pas... C'est pas... C'est juste... C'est ça. On veut pas que ce soit lui qui ait ce contrôle-là puis ce pouvoir-là. Après ça, dans les mauvaises adaptations aussi, Galactus, qui est un nuage, c'est complètement hors de la traque. Dans les comics, c'est un dieu. C'est un dieu, puis il est juste géant. Il est géant, puis c'est un bonhomme mauve avec... en tout cas, aller chercher des Google Images de Galactus. Là. Il devrait être dans le prochain Fantastic Four. Je pense qu'ils l'ont montré un peu dans la bande-annonce. En fait, ils ont, je pense, réadapté la saga du Silver Surfer dans Fantastic Four. Donc, je pense que oui, il va être là. Mais c'est ça, c'est un dieu avec une armure... mauve. Puis, mais dans le film, il parle pas. Il n'y a aucune présence. Il n'y a aucune motivation. Non. Puis, c'est un nuage de gaz. dans les comics, mettons, Galactus, c'est une force de la nature. C'est considéré une force de la nature, un peu comme le Watcher, si vous avez écouté les What If dans la série What If sur Disney+. Là. Un peu comme le Watcher, ça va être une force de la nature, donc qui ne va pas nécessairement vouloir se mêler des affaires humaines. Puis il va voir les humains juste comme des choses. C'est comme ils sont sur un autre niveau d'existence. Alors que là, c'est pas une personne. Non, c'est un nuage. Fait que c'est ça. Si vous voulez, comme le vrai Galactus, là, les comics de
Fantastic Four numéro 48 à 50. Là, c'est la trilogie que je parlais au début. Là. C'est là qu'on va le voir, le vrai Galactus, puis ça devrait arriver. Ouais. Puis il y a un personnage que j'ai oublié. Hein. Oui, Silver Surfer. Oui. Oui, c'est son nom est dans le... Ouais, c'est ça. Dans le titre. Lui, oui, il est somme toute bien adapté. Il manque des affaires, il manque son origine, sa planète d'origine, tout ça, mais reste que le film était court. Ouais. Puis le fait que sa planche ne lui donne pas ses pouvoirs. Oui, c'est ça. L'origine de ses pouvoirs, bon, c'est pas... Normalement, c'est Silver Surfer lui-même qui est infusé de pouvoirs cosmiques. Sa planche vient avec, là. Ouais. Mais bon, c'est petit, selon moi, comme différence, mais drôle parce qu'il voulait juste, d'après moi, expliquer plus rapidement comment Doom allait voler les pouvoirs. Ouais. Parce que dans les comics, Doom, c'est un magicien aussi, ce qu'il n'y a pas dans le film, là, pantoute. Fait que dans le troisième film qui n'a jamais eu lieu, peut-être. Ouais, peut-être. En fait, Doom, c'est supposé être la personne qui est pile au milieu entre la magie puis la science. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Ouais. Mais il se posait autant matcher dans l'univers de Doctor Strange que l'univers des 4 Fantastiques. Fait que, tu sais, mais dans le film, c'est carrément juste un businessman. Fait qu'il n'y avait aucune raison qu'il allait avoir les machines nécessaires pour voler le pouvoir de Silver Surfer. Fait que d'après moi, ils ont donné son pouvoir dans une planche, justement pour ça. Fait que c'est une bonne adaptation au niveau de son esprit. Il y a quand même l'esprit du Silver Surfer, mais il manque de la profondeur au personnage parce qu'il n'y a pas son passé. C'est pas développé, mais c'est une personne qui a une certaine nobilité. Mais au niveau de son apparence et de ses pouvoirs, c'est parfait. Là. Il n'y a rien à dire. Là. C'est exactement... tu sais, c'est exactement... Selon moi, là, son pouvoir, c'est pas mal pareil. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour mon tour des personnages. Ouais. Ben, on peut commencer à parler peut-être de ce qu'on a aimé ou moins aimé dans ce cas-ci du film. Tu sais, il y a étonnamment plus de choses que j'ai aimées dans des films en tout cas, que mettons, la note que j'y donnerais, on va dire. Juste parce que c'est ça, au niveau de l'approche, c'est une approche quand même assez grand public, une approche aussi qui est légitime, puis que en tout cas, c'est dur à dire, tu sais, autant c'est une suite, mais là, on tombe peut-être un peu plus dans l'épisodique plutôt que l'arc narratif sur 2 ou 3 films, ou peu importe combien il y en aurait eu au final. Tu sais, là, j'ai vraiment l'impression de voir la même gang, mais dans une nouvelle aventure. Bon, il y a la question du mariage, là, puis tu sais, tu avais mentionné que dans les comics, ils sont même déjà mariés, ou en tout cas, tu sais, ils sont mariés quand même assez tôt dans l'existence. Je sais pas si à ce moment-là, ils sont mariés, mais probablement. Tu sais, ça arrive quand même assez rapidement, tu sais. Là, on y arrive lentement, mais sûrement. Mais ultimement, c'est moins intéressant peut-être leur relation dans ce film-là. Moi, c'est vraiment... On a pris des... Ben, en tout cas, c'est un film un peu con. C'est dommage, là, je vais le dire comme ça. Bon... Ne serait-ce que pour le traitement de Susan Storm, de Sue Storm, qui est complètement débile. Mais même au niveau de Jessica Alba, là, je pense qu'on a fait de quoi à ses yeux. Il me semble que ses yeux, ils étaient bleus, là, mais tu sais, je sais qu'elle a probablement les yeux bleus, mais là, c'était comme bleu foncé. Puis j'ai pas trouvé de l'information sur est-ce qu'on y a foncé les yeux, mais comme... En tout cas, c'est peut-être la copie que j'avais ou la copie. C'est pas un film gravé. J'ai pas remarqué. Mais moi, ça m'a sorti du film complètement. J'ai fait ils ont vraiment comme changé ses yeux, mais finalement, je trouve pas l'information nulle part. Mais en tout cas, c'est le genre de film que, vu qu'il est pas assez intéressant, on dirait que je finis par sortir du film, puis là, à comme over-analyser ce qui se passe, faire comme, mais ça se peut pas, ça, que ça se passe de même. Là, je pense à la scène de danse où il porte son vrai linge, mais que là, il fait des moves de stretch. Puis là, je suis comme, OK, il y a aussi des chemises blanches qui se stretchent selon son corps. Ouais, c'est supposé être les molécules instables. Là. Ouais, ben, tu sais, pour les costumes des 4 Fantastiques, ça va, mais y a-t-il une garde-robe complète de peut-être. C'est probablement de la même garde-robe que les pantalons de Hulk. Ouais, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, ils ont été mariés en 1965. Donc oui, ils étaient déjà mariés quand la trilogie des comics est arrivée. Fait il y avait pas, le mariage n'avait rien à voir avec Galactus, là, nécessairement. Sinon, ben, tu l'as mentionné aussi, au niveau des incongruités, à part le fait qu'on fait juste penser au Captain Holt à chaque fois qu'on voit Andrew Brower, mais tu sais, j'étais comme un moment donné, il débarque à Londres, l'armée américaine. Je suis comme,
peuvent-tu faire ça, l'armée américaine, juste débarquer d'un autre pays, puis comme... C'est pas mentionné s'ils ont été cherchés, mais s'ils ont les autorisations nécessaires. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, je deviens en tout cas, je rentre dans ma tête, puis là, je me mets à comme faire, non, il y a bien des affaires que c'est des raccourcis scénaristiques, puis c'est pas un bon signe. Là, habituellement, ça veut dire que ton scénario est un peu faible ou en tout cas que tu forces un peu les choses, la succession d'événements. Ce que j'ai quand même bien aimé, c'est aussi le fait que ce soit plus international aussi, là, qu'on s'en tienne pas juste à New York, qu'on a exploré quand même beaucoup là, dans les comics, que ce soit avec les Spider-Man, que ce soit avec Daredevil, que ce soit avec... il y en a un autre là, qui me vient pas en tête, là, mais bon, c'est ça. C'est une ville qu'on commence à connaître en termes de super-héros. Faut se rappeler que les bureaux de Marvel Comics, ils étaient à New York aussi. Ouais, ça aidait pas mal. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est ça, c'est soit New York ou l'espace. Il n'y a pas d'entre-deux, là. Il y a Wakanda, là, mais bon, tu sais, c'est ça. Ça reste très centré à New York. Puis tu sais, j'aimais le fait qu'on sorte un petit peu plus. On a un caméo de Stan Lee, donc là-dedans, qui joue Stan Lee. Donc, pourquoi pas? Il se fait refuser l'entrée au mariage, je pense, ou à un party quelconque. Ouais, puis si je me trompe pas, il disait qu'il avait créé les personnages. Ouais, c'est ça. C'est une belle in-joke. C'est un bon caméo, je pense, au niveau en termes de caméo. C'est un très bon. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'ai quand même, tu sais, au niveau des choses que j'ai appréciées, j'ai quand même aimé, même si ça n'existe pas, là, ce merge de pouvoir-là. Je trouvais que ça amenait une twist différente, mais qui est clairement moins intéressant pour les trois autres personnages. Moi, je pense que dans ce film-là, c'est ça, je trouve qu'il ne s'est rien passé pour 3 personnages. Ouais. Non, il ne s'est absolument rien passé, je pense. En fait, je pense que tout court, il ne s'est rien passé. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment le problème. T'sais. En plus que ton film, il est court, il est supposé se passer bien des affaires, puis finalement, c'est juste du monde qui parle puis qui se promène un peu partout. Pour un film avec 3 vilains, ouais. J'ai pas vu l'action. Mais tu peux peut-être le fait qu'un vilain, c'est un nuage, là. C'est sûr que ça aide pas. Ouais, non, il y a un des vilains, c'est un nuage. Il y en a un autre que c'est le vilain de l'autre film. Puis il y en a un autre que c'est pas vraiment un vilain. Fait que ça fait pas mal le tour. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé, mettons, la modélisation du Silver Surfer. Puis c'est un personnage que j'aurais eu le goût quand même d'approfondir... soit avec un stand-alone, parce qu'il était peut-être supposé avoir un film du Silver Surfer, si c'était pas un Fantastic Four 3. Puis il y avait quand même des projets de grandeur là, avec cette franchise-là. Tu sais, je lisais ici, bon, évidemment, la plupart des acteurs avaient signé pour 3 films. Finalement, ça s'est pas donné. Puis dans le 3e, ben, Alicia Masters... Ouais, pas encore, mais là, en tout cas, il est rendu tard un peu, là, à moins qu'on veut comment il s'appelle? Ben, en tout cas, l'acteur qui joue Monsieur Fantastique, qui a genre 65 ans. Là. Il est rendu vieux un peu. Mais Alicia Masters, dans le 3e film, aurait eu un plus grand rôle. Donc, c'est peut-être pour ça que dans le 2, on l'a comme mis un peu de côté. Puis... Mais une chance qu'on l'a mis de côté, parce que sinon, Susan Storm, dans ce film-là, elle servait à rien. Ah non, ça servait vraiment à rien. C'est à quelque part, là. C'est ça. Puis on voulait explorer soit les Inhumans, soit les Skrulls, que finalement on a fini par explorer ailleurs. Puppet Master, qui est le père de Alicia Masters. Annihilus et la Negative Zone. Donc, Negative Zone, ça, oui. On avait quand même, il y avait même l'idée d'introduire Black Panther dans le 3e film, mais c'est ça, finalement. C'est pas arrivé. Non, c'est ça, c'est pas arrivé. Mais pourquoi c'est pas arrivé? Je pense que c'est un concours de circonstances parce que, tu sais, j'avais parlé dans le premier épisode que c'était des droits vraiment particuliers de Fantastic Four. C'est une compagnie allemande qui possédait les droits et puis qui devait faire des films, sinon ils perdaient les droits. Ce qui font qu'ils ont fait un film qui n'est jamais sorti en 1994 pour juste garder les droits. Puis là, ça faisait 10 ans, je pense que c'est 12 ans les droits, fait que 11 ans après le film perdu, ils ont fait Fantastic Four. Fait que c'est une coproduction comme américaine, allemande, puis je pense même un 3e pays. Puis, donc, probablement qu'après le succès moyen, on va dire, il était presque rentable, je dirais, ce film-là. Mais en 2008, après ça, c'est le début du MCU. Puis là, tu sais, je pense qu'il y a comme un regain peut-être, soit de la qualité, mettons, des films de super-héros, ou soit comme
la compétition devenait vraiment un peu plus féroce. Puis, tu sais, Sony, c'est une grosse machine qui est capable de backer des franchises, qui paye des gros droits d'auteur et tout. Ils voulaient pas perdre Spider-Man, donc ils ont continué à faire des films, même s'ils étaient moins bons. Mais même les moins bons Spider-Man, je pense, sont meilleurs que les Fantastic Four. Je pense vraiment que c'est une question de on veut pas perdre les droits, puis on va faire des films. Ce qui explique pourquoi, en 2015, il y a eu un autre film. Donc, 9 ans après celui-là, 8 ans après celui-là. Puis après ça, finalement, les droits sont revenus à Marvel, qui a juste racheté, parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de 3 parce que là, tu sais, l'Allemagne, oui, c'est un pays de cinéma, là, mais 130 millions, ça reste un budget considérable. C'est ça. Il faut que le public, il faut vraiment que ce soit un succès relativement monstre là, pour aller de l'avant. Puis d'autant plus que, tu sais, là, on est en 2007. En 2009, peut-être, on annonce que Chris Evans va être... 2009 ou 2010, on annonce que Chris Evans va être Captain America. Là. Fait que là, ça commence à jouer dans les plates-bandes un peu. Fait que c'est probablement une succession d'événements, peut-être un petit retard dans la production qui a fait que Chris Evans a lâché le projet. En tout cas, c'est ça. Fait que, mais il n'y a pas de raison officielle. Ils n'ont pas dit « non, on n'en fait pas ». Ils ont juste comme... laisser ça un peu mourir. Sortir. C'est ça, puis il était comme peut-être qu'on va en faire un autre, mais là, finalement, avec le reboot, je penserais pas. Mais c'est ça. On l'a pas mentionné non plus, mais le film est canon à cause de Chris Evans, justement, qui revient dans Deadpool et Wolverine, mais en tant que Johnny Storm. Mais c'est ça. Donc, pour revenir à mon appréciation du film, c'est ça. Il se passe pas grand-chose, puis ce qui se passe, c'est plate. Mais je comprends finalement, après avoir écouté ce film-là, je comprends finalement pourquoi c'est Johnny Storm qui revient, puis pas les autres. Là. Ouais. Je peux comprendre. Parce que normalement, étant fan de comics, j'aurais peut-être pas mis Johnny Storm, mais ayant écouté le film, surtout celui-là, je peux comprendre. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de star power non plus dans ce film-là. Tu sais, t'as un acteur qui est littéralement en dessous d'un costume. L'acteur principal, Monsieur Fantastique, c'est un acteur britannique à peu près pas connu. Il y avait Jessica Alba, qui je le mentionne malheureusement, mais son casting, c'était probablement d'être la pitoune du film. Tu sais, puis Chris Evans, qui était clairement le meilleur et donc qu'on a recyclé dans une meilleure franchise. Fait que c'est ça, il n'y a pas beaucoup, même le vilain, tu sais, il n'y a personne de vraiment connu. Puis c'est dommage, mais à Hollywood, soit pour sécuriser un studio, c'est ce que ça prend. Tu sais, quand tu veux fronter 130 millions avec des acteurs pas connus, t'es mieux d'être sûr en maudit que tu tiens quelque chose de bon. Ouais. Même le réalisateur, Tim Story, pas une grosse fiche de route, surtout dans de la comédie. C'est ça. Ça prend une recette gagnante. Ça prend un Robert Downey Jr. au moins pour faire avancer un projet puis espérer que le film soit bon. Moi, je le colle, le prochain 4 Fantastiques. Mais pas lui, l'autre après. Robert Downey Jr. fait les 4 personnages. Ils sont quasiment rendus là s'ils veulent qu'on retourne voir leur film, le Marvel. Mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment... c'est ça. Je pense qu'on avait plus confiance dans le produit qu'on était capable de livrer. Puis on était, tu sais, quand peut-être il était temps d'en refaire un autre, là, on était rendu presque dans Avengers, tu sais, 2012. Puis là, on est comme, là, ça, on pourra pas à côté comme 8 acteurs vraiment connus avec les meilleurs super-héros excepté Spider-Man. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça commençait à peser lourd, je crois. Mais c'est ça. On sait jamais. C'est une production un peu houleuse, toujours, que les droits... C'est comme la fin d'une époque. J'ai regardé le film, puis je me suis dit, c'est la fin, comme le pré-MCU. C'est comme, on arrive à la fin. Puis c'est vrai qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, mais en même temps, il y a d'autres films externes au MCU qui continuent d'évoluer en parallèle, que ce soit les X-Men, que ce soit les Spider-Man, encore une fois, tout ce qui est propriété de Sony, là, essentiellement. On continue quand même à se démener, mais le problème, c'est que le problème. Heureux problème. Il y a eu un changement de paysage. Oui, vraiment. Puis là, ça commence à s'influencer. Puis le problème, c'est que Marvel, dans ses 8 premières années ou presque, avait aucun sans faute. Là. Même les films les films corrects, c'était des films de qualité, puis tu sens que la machine Disney derrière qui est là pour mettre de l'argent, puis faire en sorte que les effets spéciaux se peuvent. Au niveau technique, sauf peut-être Quantum Mania là, qui est arrivé un peu plus tard, mais au niveau technique, là, les 3 premières phases du MCU, c'est solide. Là. C'est uniforme, c'est de la qualité, puis c'est dur pour des petits studios...
que je vais appeler indépendants, mais tu sais, des petits studios de pouvoir rivaliser avec ça. Fait que c'est souvent les propositions alternatives qui ont réussi à se démarquer, comme Deadpool, qui ne demande pas grand-chose, mais un bon writing, si on veut. Ouais. Mettons même Kick-Ass ou Kingsman, qui sont pas vraiment des super-héros, mais super-héros adjacents, si on veut, puis qui, avec leur proposition pour un public un peu plus mature, ont réussi à faire sa place malgré tout. Mais pour le film de super-héros classique, traditionnel, il n'y en avait plus de place, là. C'est soit le studio, il faut qu'il fronte 250 millions pour faire de quoi de qualité, ou soit c'est sûr qu'ils vont aller voir l'autre Marvel. Fait que, en tout cas, puis je suis pas mal sûr aussi que Marvel mettait beaucoup de pression sur les autres studios pour acquérir tous les droits qu'ils possédaient pas. Là. On le sait, avec Sony, ça a été bien compliqué, la saga Spider-Man, mais tous les petits... Ça l'est encore aujourd'hui, je pense. C'est ça. Ils ont été très actifs encore sur Fantastic Four pour finalement avoir les droits. Fait que c'est ça. J'aurais été curieux d'avoir un troisième film, honnêtement, de Fantastic Four, parce que l'univers est quand même correct. Le Silver Surfer, c'est une belle addition. Moi, j'aime ces personnages-là qui vivent comme un peu à l'extérieur du temps, puis qui font juste comme... Des forces de la nature. Ouais, c'est ça. Je trouvais l'approche vraiment intéressante, mais c'est ça, ils sont pas capables de faire un bon film avec tout le bagage que pourtant les Fantastic Four possèdent. Fait que... Je peux te laisser parler un peu du film en terminant. Moi, j'ai eu une drôle... J'ai un drôle de feeling avec ce film-là. Je l'aime pas. Puis j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps en le regardant. Mais je vais te dire ça bien honnêtement. Ouais. C'est parce que, rendu au milieu du film, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis ça sur pause, je suis allé me faire un petit snack. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut que je retienne? Comme que je fais avec tous les films que j'écoute. Puis j'ai ouvert mon carnet de notes, puis j'avais rien à écrire dedans. Parce que il s'était rien passé. C'est ça. C'est dur je peux pas inventer des choses. Il s'est rien passé d'intéressant puis d'important aussi. Parce que le film se développe vraiment dans la deuxième partie, qui est après le milieu. Puis, suite au premier contact, mettons, avec Silver Surfer, là, le film se déclenche un petit peu, mais tout se passe au dernier moment. Puis, aussi, il n'y a pas eu Galactus comme qu'on aurait peut-être aimé l'avoir. Il y a pas, on sent que c'est une menace, mais pas tant que ça non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment dur pour moi d'aimer ce film-là, puis c'est vraiment dur pour moi de dire que j'aurais aimé ça en avoir un autre. Moi, dans ma tête, j'en avais assez après ce film-là. Puis je comprends qu'il n'en avait pas fait un troisième, malgré les facteurs externes. Je me suis dit, tu vois, c'était la fin de ces personnages-là, de cette série-là. Ouais. Puis pour moi, c'est correct. Je suis prêt à les laisser partir. Mais puis aussi, il y avait un grand problème au niveau de l'écriture. Je peux pas comprendre Dr. Doom ou les décisions qui ont été prises. Puis on n'a pas la magie du premier où est-ce qu'il y a comme une petite rivalité entre la chose et la torche humaine. Là, il est en quelque sorte, mais c'est pas la même chose. J'aime pas comment ça a été présenté, puis j'aime pas le contenu. Je peux pas te dire... Je suis content que Silver Surfer soit là, c'est un personnage que j'aime, mais puis il a été bien fait, mais il manque de quoi. C'est pas... J'ai l'impression d'avoir écouté une vidéo YouTube qui dure plusieurs heures. Qui dure une heure et demie. Mais j'ai l'impression que ce soit plusieurs heures. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile pour moi de dire comme quelque chose de positif sur ce film-là. Mais as-tu des choses de positives que tu as appréciées du film? C'est ça. Comme je mentionnais, Silver Surfer, le personnage. Puis, ultimement, moi, j'ai pas détesté la twist. On va combiner nos pouvoirs. Je pense qu'il y avait peut-être une autre façon de faire ça qui aurait impliqué les autres personnages. Je sais pas, une espèce de cube à la Tesseract, je sais pas quoi. Un objet qui fait que tu peux, il faut que tu combines tes pouvoirs pour... Il y aurait peut-être eu moyen, mais je sais pas ce qui existe dans le lore non plus. Là, mais le switch de pouvoir, je l'ai trouvé intéressant. C'est la combinaison que j'ai pas trouvé intéressante. Ouais. Mais le switch de pouvoir, il y aurait pu avoir une scène de combat où est-ce qu'ils s'échangent leurs pouvoirs pour aller vaincre un vilain, mais ça s'est pas passé. Non, c'est ça. C'est aller vaincre Dr. Doom dans ce cas-ci. C'est comme... OK, le switch de pouvoir aurait été vraiment intéressant en scène de combat, puis on dirait qu'ils ont excusez l'expression, mais cheap out là-dessus. Ouais. Puis ils ont donné tous les pouvoirs à Johnny Storm, juste par pure paresse. Selon moi. Il y a beaucoup de paresse dans ce film-là. Il y aurait vraiment pu avoir des switches de pouvoir. Comme, c'est quoi, quand est-ce qu'on le
qu'on a pu voir ça. Là. Il y en a un petit peu dans les X-Men. Là. Je me souviens plus dans lequel, mais je sais que, évidemment, il y a Rogue qui prend les pouvoirs, mais à un certain moment, il me semble qu'il y a je me souviens plus, il y a Kitty Green. Mais c'est peut-être dans un autre film dont on n'a pas parlé encore. On n'a pas parlé, mais il y a aussi, je pense, dans The Marvels, où est-ce que, tu sais, quand ils se téléportent, là, bon, c'était pas mon film favori non plus, mais quand ils se téléportent puis qu'ils changent de place, puis à un moment donné, je me semble qu'ils se servent de ça, en tout cas, on va le regarder, là, mais qu'ils servent de ça dans une scène de combat, puis là, ça, je trouvais ça cool. Ouais. C'est une belle exemple de il y a un problème, puis ton problème devient une solution quelque part. Mais là, j'ai pas senti ça dans ce film-là, puis j'ai senti qu'il n'y a aucune explication derrière ça. Non, effectivement. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise parce que le film non plus à sa sortie n'a pas été très bien reçu par la critique. Donc voilà, au retour de la pause, on va octroyer nos fameux popcorn de l'infini à ce film-là et clore, ma foi, un chapitre pré-MCU qui a été bien rempli et qui nous a occupé pendant plusieurs mois. Restez des nôtres. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini et c'est le moment que vous attendiez tous et toutes, l'octroi de nos fameux popcorn. Et je pense qu'il va s'en mériter quand même, malgré le mal qu'on en dit, il va s'en mériter quand même quelques-uns. Donc, David, rappelle-nous ces 6 popcorn. Bien sûr. On commence avec le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU. Le popcorn de la réalité, ensuite, qui est le réalisme du récit. Le popcorn du pouvoir, qui est la qualité des scènes d'action, les effets spéciaux. Le popcorn de l'âme, qui est le respect de l'âme du matériel source, le comic accuracy. Et le popcorn de l'esprit, qui est le fun factor, le scénario. Et le popcorn du temps, qui est est-ce que le film est intemporel? Est-ce qu'on en garde un souvenir? Donc, commençons par le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là est important avec le MCU? Non. Non, absolument pas. Zéro. Ça, on va vraiment tout changer ces éléments probablement dans le prochain film des Fantastic Four. Puis je pense qu'on va le faire mieux, même si j'ai pas trop compris comment est-ce qu'on va intégrer Robert Downey Jr. comme Dr. Doom. Je sais pas. Ça va être étrange. Mais ce film-là risque d'être à propos de Galactus. Ça va ressembler plus au film qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, si je me permets un petit aparté, on a quand même quelques minutes. Je pense que le casting va être plus efficace aussi. Bon, là, Pedro Pascal qui joue Monsieur Fantastique, je pense qu'il est dans tous les films qui est sorti dans les 2 dernières années. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui a du charisme. Mais ça va peut-être bien vieillir plus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il est peut-être plus capable d'assumer la qualité de leader, mettons, que Ioan Gruffudd, qui joue lui. C'est drôle, quand je vois Pedro Pascal, je vois pas quelqu'un d'ultra intelligent, mais c'est correct. Non, ben c'est ça. Moi non plus, honnêtement, je sais pas s'ils vont changer ce trait-là parce que, tu sais, là, maintenant qu'ils sont dans un univers où tous les super-héros existent, il y en a d'autres gens intelligents comme non, Tony mais Stark, c'est supposé être le plus intelligent sur la planète. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça, l'affaire, c'est que comme je le regarde à côté de Tony Stark, il y a des souliers énormes à remplir en termes d'intelligence, puis va falloir qu'on va voir ses talents d'acteur. On va vraiment pouvoir voir ses talents d'acteur, on va le mettre au défi. Fait que non, pas de popcorn de l'espace. Popcorn de la réalité. Est-ce que le récit est réaliste? Dans l'univers. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est réaliste, sachant que... Mettons, c'est quoi les motivations de Galactus? Lui, il veut se nourrir. En fond, il se nourrit de planètes. Tout simplement. C'est une force de la nature. C'est pas un dieu, c'est une force de la nature. Ouais, il fait partie de l'environnement, mettons. Ben, c'est quoi les chances qu'il arrive sur Terre avec les super-héros? Je sais pas. À voir. Là. Je sais pas, mettons, à quelle fréquence Galactus il pop dans les comics, là, ou si c'est plus comme anecdotique ou si... Ben, sinon, il arrive. C'est un vilain, c'est un vilain qui revient quelquefois. Là. Niveau réalisme, ben, tu sais, comme je disais, l'armée américaine qui débarque à Londres, moi, j'y ai moyennement cru. Je sais pas. Zéro. J'ai pas d'opinion. Moi j'irais avec 0 parce que c'est pas ultra réaliste. La façon aussi dont Dr. Doom revient, c'est un peu sketch. Non, là, puis, non, honnêtement. Pourquoi l'armée voudrait comme, continuer à travailler avec lui quand c'était, en tout cas. Non, moi j'irais avec un 0 là, pour la réalité. Pour le popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action et des effets spéciaux, ça va. Ça, je pense. Non, mais je pense que je donnerais pour le Silver Surfer. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense en 2007, là, ça fait quand même un petit bout. Là, c'est dur de se remettre dans le contexte, mais tu sais, ça me semblait impressionnant pour l'époque. Peut-être que ça l'était pas tant que ça à l'époque, là, mais... Non, mais ça l'est plus impressionnant qu'aujourd'hui, mettons. Ouais. OK, on lui donnerait le popcorn du pouvoir. Et ensuite, le popcorn de l'âme, le respect de l'âme du matériel source. Bon, on se base
quand même assez bien sur des comics, mais qu'est-ce qui est impardonnable, c'est Galactus. Puis Doctor Doom. Qui sont comme. On n'est pas capable de faire des vilains dans ce. On n'est pas capable de faire des vilains correctement. Silver Surfer, il est un peu mieux, mais honnêtement, c'est juste impardonnable. Là, Galactus, je peux pas lui donner une popcorn de larmes. Là, ça respecte pas du tout. Le Metal Resource, ça respecte certainement l'histoire. Ouais. L'histoire, je trouve qu'elle suit quand même bien les comics, mais tant qu'à respecter l'histoire. Ouais, D'après, il voulait juste pas payer un acteur de plus. Là. Ouais, c'est ça. Ou modéliser un géant, pas possible. Là, ouais, ben c'est sûr que c'est pas facile à faire non plus, là, un géant, mais quand même. Même pas un demi-popcorn? Je sais pas, là, je non, demande. J'y donnerais aucun parce que je trouve que malgré qu'on suit une certaine histoire, il y a trop de personnages qui se ressemblent pas. Susan Storm, c'est Ouais. Susan Storm, puis il y a aucun vilain qui fait du sens. Ouais. Fait que non. OK. Non, je pense qu'on respecte pas les comics dans ce film-là. Popcorn de l'esprit. Est-ce qu'on a un fun factor? Est-ce que c'est un bon scénario? Non. Moi, je donnerais pas. Puis popcorn du temps. Est-ce que le film est intemporel ou est-ce qu'on en garde un souvenir? Moi, écoute, je te dis non. Surtout quand cet épisode-là va sortir. Il va déjà avoir été remplacé, cette storyline-là. On va voir si ça a été remplacé par mieux ou par pire. Mais je pense pas par pire, mais par différent. Différent au moins. Ça serait dur à battre. Ça serait dur à battre, mais on sait jamais. On sait jamais. Ça fait le tour de notre popcorn. Écoute, on en a redonné une demi. Ouais, finalement. Je m'attendais à plus parce que, tu sais, effectivement, au niveau des storylines des comics, ça les suit, mais après ça, tout le monde qui sont dans la storyline. Fun fact, maintenant qu'on a fait tout le prix MCU, il n'y a pas un film qui s'est mérité 6 popcorn. On a été proche, par contre, mais par contre, il y a un film qui s'est mérité aucun popcorn. Ouais. Et c'est Elektra. Ouais. On a fait un beau visuel avec des popcorns noirs. Oui, c'est ça. J'ai aussi les popcorns. Écoute, j'ai aussi préparé un visuel pour quand on va avoir 6 popcorn, mais je m'en suis jamais servi, malheureusement. Est-ce qu'il y a un film qui va se mériter? Je pense que oui. Oui, quand on va rentrer dans le MCU. Ouais, c'est ça. Mais voilà, écoutez, c'est la fin d'une belle épopée pré-MCU. Notre prochain épisode, avant d'entrer bel et bien avec Iron Man, donc premier film de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, on va prendre le temps de s'asseoir puis de présenter un peu ce qui a mené à tout ça. Évidemment, le travail de Kevin Feige, de Stan Lee, de toute ce gang-là, mais tu sais, quelle était la vision de départ de tout ça. Puis, c'est ça. On va en profiter également pour faire un top de nos films pré-MCU également. On a parlé des 14 films dans les derniers épisodes, mais on va les classer puis revenir un peu là, sur nos appréciations avant de bel et bien plonger. Puis là, on va avoir beaucoup de choses parce que, heureusement, on a un petit délai avant que les séries télé commencent, là, mais on a quand même une phase 1 assez marquante, assez majeure pour tout ce qui va suivre par la suite. Donc, ça va être très intéressant. Puis en parallèle, il va y avoir d'autres films aussi qui sont maintenant canon du MCU, mais qui ne faisaient pas partie de la phase 1. Donc, c'est ça. Ça va être... Suivez-nous. Il va toujours en ordre chronologique. Donc, c'est ça. Ça aide à faire un peu de sens dans tout ça. David? Chronologique de sortie, pas dans l'histoire. Oui, de sortie. Non, c'est ça. Sinon, on commencerait par Agent Carter. Non, même avant ça. Bref. Donc, voilà. Merci beaucoup, David. On se retrouve donc pour cet épisode spécial sur le MCU.